Merci de nous avoir reçus sur ce plateau de Folie Média dans votre émission Osons dire, l'émission qui vous parvient tous les jeudis quand il est 15h sur Folie Média. Ce soir, nous avons un invité, donc il s'agit bien sûr de Monsieur Mamadou Aliou Ba. Il est chargé de l'implantation du modèle Sénégal ici au Sénégal. Monsieur Mamadou Aliou Ba, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir à vos millions d'auditeurs et merci de cette opportunité offerte pour que je puisse m'exprimer au nom du modèle. Bonsoir aux chers militants et sympathisants aussi du modèle. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Folie Média. Ah, merci beaucoup. J'espère que vous êtes bien arrivé. Bah, ça va. Comment se porte Le modèle se porte à merveille. Se porte à merveille. Oui. Alhamdulillah. Alors, monsieur Aliou Ba, nous vous demandons juste de nous parler où en est-on avec l'implantation du modèle au Sénégal. Merci. Comme je le disais tantôt, je commencerai d'abord par exprimer un sentiment de frustration à l'endroit de toutes les personnes qui sont détenues de façon injuste dans notre pays. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a des personnes qui sont soit connues ou inconnues du public qui sont dans les différentes prisons de la République de Guinée où malheureusement c'est M. Alpha Condé qui est le président et dans le pays où la dictature règne en silence. Et c'est l'endroit aussi de présenter les sincères condoléances aux différentes familles éplorées victimes, que ce soit de violences politiques ou de violences sociales dans la République de Guinée, parce que ça n'en manque pas. Merci. Et lorsqu'il s'agit de parler du modèle, on va faire un petit récapitulatif. Le modèle, c'est un parti presque qui n'a pas encore duré, parce qu'il a été créé aussi dans les 2 derniers mois de l'année 2019. 18 du moins, et il a opté pour sa création. Il a été installé au Sénégal ici à partir du 9 juin 2019. C'était au centre de BOP de Colobane qu'on a eu à participer à la mise en place de la section ou de la fédération du modèle Sénégal. Depuis lors, on a mené beaucoup d'activités et vous n'êtes pas sans le savoir aussi que le coronavirus était là à partir du mois de mars 2020, ce qui a un peu retardé les activités aussi, mais n'empêche, entre-temps, quand on a des opportunités, on organise des séances de formation, des sorties de terrain. Pour un juste petit rappel, on a même participé à une campagne de don de sang. C'était au centre de perfusion sanguine qui se trouve sur l'avenue chez Kanta Diop, tout près de Fan. Et au-delà de ça aussi, on a organisé des différentes formations. Si je ne me trompe pas, vous aviez été même invité à Nous allons revenir après très largement sur les activités que vous avez déjà réalisées. Oui. Mais juste, nous voulons savoir où en est-on exactement aujourd'hui avec l'implantation du modèle au Sénégal. Est-ce que aujourd'hui le modèle, parce que si on sort aujourd'hui, on va à Grayoff ou on va à Pikine, est-ce que si on parle de modèle au Sénégal, à quoi les gens vont faire allusion? Est-ce qu'ils vont comprendre c'est quoi le modèle? Est-ce que le modèle se trouve partout dans les départements ici à Dakar? Comme je le disais tantôt, le modèle vient de naître au Sénégal, mais notre vocation principale, surtout moi, ma mission principale est de participer à ce que le modèle soit installé partout. La raison en est qu'actuellement, là où je vous parle, nous avons entrepris des démarches pour installer une section à Kermassar, mais cela ne se limitera pas à Kermassar, parce qu'il y a les quartiers environnants. Quand vous prenez Tiwaompol, vous prenez Niagrob, vous prenez Boune, vous prenez les différentes faces Mbao et autres là qui sont à côté, et cette section est en marche. Sinon, on n'a installé qu'une seule section au niveau de la Médina, et ça, c'était en 2020, si je ne me trompe pas, bien évidemment. Mais l'impact que je vous explique aussi, c'est la Covid-19 qui est là. Et à Ouakam aussi, on est en phase de mettre là-bas une section du modèle Ouakam. Et sur le plan de la région, nous sommes en démarche avec ceux de Saint-Louis, ceux de Kolda et ceux de Ziguinchor, pour votre information. Donc, ce qui veut dire qu'à part le fédéral, vous avez une seule section ici à Dakar pour le moment? Bon, depuis un an comme ça. Bah oui, disons oui, mais la raison est simple aussi. Et si vous avez suivi un peu l'actualité politique sénégalaise, à chaque fois que l'État fait une sortie, que ce soit nous sommes en couvre-feu ou il y a un communiqué du ministère de l'Intérieur qui interdit les associations au-delà de 10 personnes, 15 personnes. Donc ça peut être aussi un impact qui nous a empêchés d'avancer. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, parlez-nous un peu comment fonctionne le modèle ici au Sénégal. Bon, le modèle est structuré de telle sorte qu'à la tête de la fédération, nous avons une dame du nom de Salimatoussi. C'est elle, Madame Diallo, qui est la fédérale du modèle au niveau du Sénégal. Il y a le secrétaire général, il y a les différentes secrétaires, il y a les différents secrétaires du moins. Notamment, moi, je suis à l'implantation. Il y a des personnes qui sont chargées de la communication, d'autres à l'affaire sociale, d'autres à l'organisation et d'autres secrétaires chargés à la formation. Nous sommes très bien structurés là-dessus et chacun fait son rôle. Est-ce que, à part ça, donc, quelles sont les stratégies auxquelles vous procédez pour aborder la population, surtout la communauté guinéenne qui est ici au Sénégal? Parce que votre objectif est de faire connaître et surtout d'avoir aussi des gens qui vont adhérer au sein de votre parti.
Quelles sont les stratégies de combat auxquelles vous menez? Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que le modèle, ça vient de naître justement. Et il y a des partis politiques qui sont là depuis des années. Est-ce que le modèle, quelle est sa stratégie de combat pour vraiment avoir une belle position? Effectivement, c'est bien quand vous dites stratégie, on ne va pas tout dévoiler, mais les stratégies d'abord, comme vous le dites, on ne va pas les dévoiler, mais il y a la presse qui est là, on se sert de la presse pour se faire connaître. Et après, nous avons fait du porte-à-porte. Le modèle, vous devez être au courant que le modèle n'est pas un parti méconnu au Sénégal. Parce que la majeure partie des Guinéens qui sont au Sénégal suivent l'actualité sociopolitique aussi. Raison pour laquelle nous sommes connus en tant que modèle et surtout notre leader aussi fait de son mieux pour lancer le parti à l'étranger. Donc ça, je peux témoigner que tout le monde connaît le modèle. Mais qu'en est-il des stratégies? Les raisons sont simples. Nous allons partir... Non, je ne suis pas d'accord. Les gens ne connaissent pas, tout le monde ne connaît pas le modèle. Oui, les gens connaissent Aliouba, le leader principal du modèle, à travers ses sorties médiatiques. Mais est-ce que le modèle Sénégal, comme je vous l'ai dit, allez-y dans les quartiers, parlez du modèle. Moi, je vous donne des exemples très simples. Le modèle Sénégal est connu. Et la preuve en est qu'à chaque fois, nous recevons des appels anonymes sur notre page et dans les groupes WhatsApp que nous dirigeons, qu'il y a des gens qui veulent adhérer. Le souci, c'est que la raison est là, il faut le reconnaître. Il y a la santé, le problème sanitaire qui est là, qui est la Covid-19, qui a freiné toutes les activités. Sinon, notre ambition, c'est de ne pas s'installer seulement à Dakar, mais c'est de s'installer à partir de Lenkéring, qui est le premier département du Sénégal, jusqu'à la capitale. Donc c'est l'ambition. Mais vous devez comprendre, à chaque fois qu'on a envie de mener une activité, c'est l'État qui vient pour dire que bon, communiquer telle raison est interdit à cause de ça. Bon, voilà, à un moment quand les cours sont arrêtés, on n'a pas de droit aussi, vu qu'on est au pays étranger, même si on n'était pas, on est acteur de la santé et nous aspirons à devenir des dirigeants. Donc nous sommes tenus obligés d'accompagner les mesures. D'autres disent que le modèle, c'est un parti qui a une distinction des militants, c'est-à-dire que vous avez besoin que des gens qui sont des modèles par rapport à ce que vous avez besoin. C'est parce que si vous allez par exemple à Cité des Eaux aujourd'hui, ici à Castor, vous prenez un marchand ambulant, vous lui parlez du modèle, il ne connaît pas. Mais allez un peu dans les universités, vous parlez du modèle, il y a des gens qui vont vous répondre. Pourquoi ce choix? Oui, on va essayer de se dédouaner. Il y a beaucoup de personnes qui le traitent ainsi. Ça aussi, c'est des préjugés qu'il faut éviter. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle du modèle, on parle de l'intelligence. Non, c'est pas la réalité au fait. Au modèle, on n'a pas que des diplômés. Et en politique, on n'a pas besoin que des diplômés. En politique, on a besoin de tout le monde. Parce qu'à partir du moment où une seule voix d'un électeur compte, cela veut dire qu'on a besoin de tout le monde, qu'il soit maçon, qu'il soit menuisier, qu'il soit aveugle, handicapé ou autre. C'est pas la raison. Chacun a besoin d'exprimer. Il suffit juste qu'il soit guinéen, on a besoin de lui. Mais comme vous venez de le dire, il y a des personnes qui ont la tendance de dire que le modèle est un parti de l'intelligentsia, où ça se discute que dans les amphis des universités, c'est une histoire de grands cadres et tout. Ben, vous devez savoir que ce n'est pas le cas. C'est le moment d'ailleurs de se dédouaner. Le modèle, on n'a pas besoin que seulement des intellectuels. Certes, ils ont leur place. Mais ceux qui n'ont pas été à l'école, ils ont leur place aussi. Parce que c'est l'ambition commune que nous avons qui s'appelle changer la Guinée de façon positive. Donc cela n'est pas une raison. Les gens n'ont qu'à arrêter de faire ce préjugé et d'essayer de s'approcher pour observer ce que nous sommes en train de faire. Et on a au fait, dans nos assemblées générales, on n'exige pas qu'il y ait seulement le français. On parle n'importe quelle langue. Et que ce soit ici ou à Zérékoré ou n'importe quelle langue, vous ne vous sentez pas discriminé lorsque vous adhérez au modèle parce que vous ne parlez pas la même langue que telle personne. Le modèle est un parti national. Et nous, le critère d'exclusivité que nous avons, c'est le fait que vous ne soyez pas peut-être guinéen. Mais lorsque vous êtes guinéen, que vous soyez de Nyokoloko, que vous soyez de Salemata à Koundara ou de Djeke ou Nyagasola, ce n'est pas notre problème. Il suffit juste que vous soyez guinéen. Et c'est ce que nous voulons fédérer autour du modèle, c'est que les gens ne suivent pas le modèle à cause d'une personne, que vous venez au modèle à cause des valeurs que nous sommes en train de défendre. C'est un peu en quelque sorte ce que nous voulons faire. Et nous allons créer des sections, ne vous inquiétez pas. Vous verrez que ceux qui n'ont pas été à l'école, ils ont leur place, parce qu'en politique, chacun a son rôle à jouer. Donc ça aussi, on essaie de se dédouaner, voilà. En tout cas, s'il s'agit en Guinée, bon, là, je pense qu'il se peut que ce soit ainsi comme vous l'avez dit. Mais ici au Sénégal, j'ai eu à participer à maintes reprises dans vos assemblées ou bien à certaines formations que vous avez déroulées. Mais je n'ai pas vu là-bas des gens qui ne sont pas des étudiants ou des intellectuels. C'est ça que je dis. Parce que j'ai eu à participer dans vos réunions quand même. Oui. Vous avez participé à nos différentes assemblées ou à nos formations. Dites-le, à nos formations. Pourquoi ne pas aller se lancer vers les jeunes qui sont là, qui ont besoin d'autres orientations, au lieu de seulement de se focaliser aux étudiants ou à l'intelligence? On a mené du porte-à-porte, vous devez le savoir. À Médina, par exemple,
Lorsqu'on était parti, on n'avait pas rencontré l'université ou les étudiants ou autre chose. On avait rencontré des jeunes qui avaient des charrettes, qui poussaient, des jeunes qui étaient dans les blanchisseries, des jeunes qui vendaient, des jeunes qui faisaient des marchands ambulants. C'était de ces jeunes-là qu'on était parti voir, toucher la raison en est qu'on a fait notre assemblée dans un quartier au Carrefour, avec des bancs qui laissent à désirer, mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était quoi? Fédérer les Guinéens autour de ça. Que les gens arrêtent de mystifier le modèle de telle sorte que ce soit un parti de l'intelligentsia guinéenne, alors que ce n'est pas le cas. Le modèle, c'est un parti, je répète pour tout le monde, que vous soyez maçon, menuisier ou serveuse ou autre, que vous avez votre place là-bas. Au fait, que les gens arrêtent de mystifier. Vous avez parfaitement raison. C'est des préjugés. Que les gens essaient de toucher le doigt à la réalité. Et je vous promets, la prochaine fois que je passerai ici, vous verrez la section du modèle où, comme vous le dites, c'est peut-être les gens qui n'ont pas été à l'école. Donc on va créer cette section. Je vous comprends. Le fédéral du Sénégal, les membres, si vous rencontrez quelqu'un qui conduit une charrette, quelqu'un qui travaille dans les rues à Dakar, qu'est-ce que vous les dites à travers le modèle? Qu'est-ce que vous les parlez exactement? Bon, d'abord, on essaie de savoir, il s'exprime en quelle langue, parce que c'est le point de la communication, il faut savoir il s'exprime dans quelle langue. Et d'abord, ensuite, encourager, parce qu'il faut encourager le travail. Qui n'encourage pas le travail, encourage le banditisme. Mais comment vous les encouragez? Vous les encouragez? Ben ouais, nous disons que si nous, le modèle, nous avons l'opportunité de changer leur vie, c'est possible. Parce que c'est à travers la politique qu'on peut changer le destin de tout un peuple. Donc, après ça, on parle du projet de société de modèle, on lui essaie de convaincre sur ce qu'on a. Donc, c'est des choses aussi qu'on essaie de voir comment est-ce qu'il faut aller à avance. Mais je vous comprends, nous allons essayer de descendre au plus profond pour démystifier le modèle qui est là, à bénéficier d'une mauvaise publicité par des préjugés. On va essayer de le faire, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas des préjugés, c'est une réalité. Non, je nie cette réalité. Concret, quand vous regardez la liste de ceux qui sont au modèle, il y a des gens qui ne s'expriment pas en français. La dernière exemple que je vais vous donner pour certifier, même dans nos différentes plateformes de WhatsApp, quand on écrit, on met un audio à côté. On met un audio à côté. Si vous n'êtes pas en mesure de lire, on va faire un audio à côté pour que vous puissiez écouter. Les militants et les sympathisants peuvent témoigner. Ok, alors quels sont les programmes politiques auxquels vous avez au sein du modèle pour la communauté guinéenne ici basée au Sénégal? Parce que vous êtes chargé surtout de ce genre de choses. Oui, la communauté guinéenne basée au Sénégal, qu'est-ce que nous, le modèle, nous réservons pour eux? C'est la même stratégie que nous réserverions pour toute la communauté guinéenne de l'étranger. Parce qu'on ne peut pas créer une exception sur le Sénégal. Oui, mais vous êtes ici au Sénégal, oui. Vous êtes le fédéral, vous oui. êtes ici, vous travaillez dans ce sens. Oui. Pour la communauté guinéenne basée au Sénégal, qu'est-ce que cette communauté peut attendre de vous? Cette communauté guinéenne, ce qu'elle peut attendre de nous, c'est participer à l'épanouissement de la communauté guinéenne, participer à aider cette communauté à reconnaître ses droits et à obéir à ses devoirs. Exemple fait, on a des projets qui sont là, encouragés à aller récupérer des cartes consulaires. Parce qu'il y en a assez de Guinéens qui se font attraper ici après minuit parce qu'ils n'ont pas une carte consulaire. Vous n'êtes pas sans le savoir. Alors qu'on aurait pu le faire. Et on a le programme de le faire dans ces jours à venir. Juste comment mener une sensibilisation auprès des gens pour qu'ils aient le courage d'aller récupérer une carte consulaire. Parce que quand tu viens à l'étranger, tu n'as pas un passeport, tu n'as pas une carte consulaire, facilement tu te perds. Et c'est quand tu as besoin de l'ambassade, tu vas aller. Ils ne vont pas te reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils diront que tu n'es pas un citoyen de la Guinée. Raison pour laquelle ce projet est dans nos têtes et on va essayer de le mettre dans ces jours à venir pour faire quelques actes qui pourront évidemment impacter la communauté guinéenne au Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas que seulement pour aider les ressortissants à recevoir leurs cartes consulaires, ce n'est pas quelque chose de minime, parce que vous n'êtes pas sans savoir également que beaucoup de gens ont mené ce genre de démarche, mais à chaque fois qu'ils abordent la communauté répond, bon, c'est des gens, c'est des politiciens, donc à chaque fois qu'ils ont besoin de nous, ils viennent nous dire, ils amassent des milliers de gens pour dire, bon, on va concevoir vos cartes consulaires. Bon, je pense que c'est un peu minime. À quel d'autres projets avez-vous allusion à les donner? Il y en a beaucoup de projets. Vous savez, si je ne me trompe pas, la Guinée fait partie de ces pays qui sont au Sénégal ici, où on n'a même pas un pool d'avocats. Et à chaque fois, nous sommes en contradiction avec la loi. Si on vous demande aujourd'hui, par exemple, quel est le nombre de Guinéens qui sont dans les différentes prisons du Sénégal, vous ne pouvez pas répondre. Est-ce que le BEL est parti savoir cela? Ouais, le modèle, ça fait pas. Le modèle allait même dire, parce que moi je comprends ça. Non, c'est pas le BEL, c'est une autre histoire, laissez tomber ça. Voilà, on comprend. Et le modèle, on a ces projets. Et là, je vais faire une petite confidence. Dans nos projets, on a quoi? Lorsque nous allons sortir du Sénégal, de la région de Dakar,
Par exemple, quand on va partir à Sélu, on ne se limitera pas à aller que rencontrer les militants. On va s'enquérir de la réalité que traversent nos compatriotes. Et qu'à chaque moment qu'on a l'opportunité de changer, on va le faire. Vous savez, changer, ça ne demande pas seulement les moyens. Et changer, ça ne s'arrête pas aussi aux idées. Il faut qu'il y ait la volonté. On peut changer à travers des réseaux sociaux, parce qu'avec les téléphones, les réseaux sociaux, on peut impacter aussi. Alors, toujours sur ce volet, vous savez toujours que la communauté guinéenne ici au Sénégal, surtout la majorité est analphabète, si toutefois je me permets avec le mot. Il évolue dans le secteur informel, le commerce, comme ça. Mais vous savez que pour le moment, il y a assez de difficultés. Il y a presque une année, les commerçants ne reçoivent pas. Il n'y a pas d'écoulement de marchandises entre la Guinée et le Sénégal. Aujourd'hui, une fois que vous serez élu, est-ce que vous serez en mesure de mener des combats diplomatiques avec l'État du Sénégal pour que vous puissiez vraiment satisfaire les ressortissants guinéens? Oui, merci de cette question. En fait, c'est déplorable de voir qu'en 2021, avec tout ce qu'on entend crier, CEDEAO et coopération bilatérale, multilatérale, aujourd'hui, même si vous êtes en guerre, les gens vont manger. Les gens qui sont en période de guerre vont manger. C'est déplorable de voir, pour des raisons futiles, des raisons politiques, des calculs très fallacieux du moins, qui sont là, et à cause de cela, on ferme toute une frontière. Parce que moi, c'est seul l'État guinéen, j'ai vu un État qui s'étrangle, qui prend la corde et puis qui met sur son cou et attend à ce que le peuple tire. Et qu'est-ce qui explique pourquoi cela? En fait, c'est la bêtise intellectuelle. Elle est là, il faut l'avouer. Sinon, quelle est l'importance de fermer ces frontières? Les raisons sont quoi? À un moment, ils ont évoqué une raison sécuritaire. Mais soyons francs avec ce que nous sommes en train de dire. La Guinée et le Sénégal, c'est des pays qui existent depuis belle lurette. Le Sénégal n'a pas besoin de former quelque chose pour attaquer la Guinée. Après, ils ont démystifié cela. Pourquoi? Allez-y voir aujourd'hui, que ce soit à Linkeni ou à Sambaïlo. C'est une perte énorme. Et la raison, ça se répercutera sur le panier ménager guinéen, au même moment que ça se répercutera sur l'économie sénégalaise. Il faut que les gens soient au courant de ça. Parce que l'économie, le bilatéralisme, c'est quoi? C'est une irréprochabilité. Il faut qu'il y ait l'irréflexibilité, finalement, j'y arrive. Il faut que chacun gagne, c'est le gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le sac de sel, à ce que je chasse, dans la région administrative de l'Abbé, le sac était vendu à combien? À 22 000, 24 000, 25 000. Ça n'avait jamais dépassé là. Chacun avait le moyen de s'acheter un sac de sel. Vu que le sel quittait au Sénégal pour aller en Guinée, les frontières sont fermées, allez-y demander un sac de sel. Ça peut vous empêcher de faire un mariage parce qu'il a 70 000, 80 000. Pourtant, le sel, c'est une denrée de première nécessité que chacun pouvait acheter. S'il y a quelqu'un qui est capable d'acheter un sac de denrée de première nécessité, avant c'était le sel. Parce que quand tu achètes 25 kg, même si tu offres aux voisins, ça va rester au moins une année. Mais voilà, maintenant les conséquences sont là. Et en matière d'importation, nous dépendons trop du Sénégal. Et fermer cette frontière, c'est mettre beaucoup de personnes au chômage. Aujourd'hui, depuis le carrefour Mamou, de Mamouville jusqu'à Koundara, le commerce est arrêté, passé par la route nationale. Vous verrez des enfants en train de jouer sur la route. Avant, c'était impensable. C'est des calculs politiques, ça n'a pas d'intérêt. À un moment, l'État doit protéger ceux qui investissent. Parce que pour deux raisons, ceux qui investissent payent les taxes. Quand tu investis, tu emploies les gens. Et c'est dans l'intérêt de l'État de ça. Moi, je me demande à un moment comment est-ce qu'on réfléchit du côté de Kaloum, tout précisément à Sékou Touré. Parce que c'est des calculs très fallacieux. Ça n'a pas d'importance. Donc, le Sénégal, nous, avec le modèle, on n'envisagera jamais de fermer une frontière. Parce que quand vous dites diplomatique, d'abord, c'est que c'est par la pacificité des choses. C'est des choses, même s'il y a un incident diplomatique, peut-être le rappel des différentes ambassades, après engager en coulisses des médiations, et puis ça passe. C'est des choses, quand on est intellectuel, on doit créer la différence, on n'est pas des animaux. Comment est-ce qu'ils peuvent fermer une frontière comme ça, direct? Et ça n'a pas d'importance. Il n'y a aucune raison. Et malheureusement, la CEDEAO aussi ne peut pas trop influencer les décisions du président guinéen. Parce que non seulement ils sont dans une même zone économique, mais le problème monétaire fait défaut. Bon, aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de gens qui sont proches du pouvoir guinéen envisagent que le président, que l'État sénégalais en question se déplace pour négocier la résolution de cette crise. Est-ce que vous pensez que l'État du Sénégal peut aller dans ce sens? Et pour quelle raison s'il faut aller? C'est pas exclu, mais il faut vous poser la question, quel est l'intérêt que l'État sénégal tire qui dépassera celle de l'intérêt guinéen? Parce que je vous rappelle, en matière d'économie, c'est chacun gagne. S'ils voient ce qu'ils gagnent par rapport à ce que la Guinée gagne sont au même niveau de bascule, laissons comme ça et puis on verra qui va en pâtir les conséquences. Par contre, si c'est l'État sénégalais qui trouverait qu'ils gagneront plus,
par rapport à l'État guinéen, peut-être ils peuvent entreprendre des missions diplomatiques pour aller négocier à cela, mais je ne vois pas la raison pour le moment. Certes, ils gagnent, il faut le reconnaître, il ne faut pas le nier. Nous gagnons au même titre que eux, parce que quand vous entendez, on dit l'importation et l'exportation, et que vous faites référence à la balance commerciale, c'est la différence de l'exportation moins l'importation. Et quand elle est excédentaire ou déficitaire, ça impactera la balance de paiement, et ça, c'est un indice de performance de l'économie d'un pays à travers le FMI et autres. Donc chacun perd. Comme ça, là où ils sont, peut-être chacun joue au grand. Parce que moi, je campe sur mes positions, mais diplomatiquement, ils auraient dû régler cette crise. Et moi, je ne verrais pas trop d'opportunités pour l'État sénégalais de se lever pour aller négocier à Alpha Condé, à l'occurrence, de venir ouvrir la frontière. Parce que, de toutes les façons, c'est le peuple guinéen qui souffre de plus. Ceux qui vivaient sur la route Koundara, quand vous prenez Koundara, Kousitel, Tiangelbori, Labé, ça s'impacte directement. C'est l'État qui s'entretue comme ça. C'est l'État qui asphyxie l'économie. Et quand vous n'importez pas, vous n'exportez pas, vous perdez en devise. La raison est simple. Aujourd'hui, $1, c'est à 13 000 francs guinéens. Qui perd? Vous pensez que c'est le Sénégal qui perd en premier? Certes, ils vont perdre parce que les usines qui travaillaient pour exporter leurs marchandises du côté de la Guinée aussi sont impactées. Force est de le reconnaître. Quand les véhicules guinéens rentraient au territoire sénégalais, ils achetaient du carburant, ils mangeaient. Et à chaque fois, s'il y a une frontière où la fluidité des populations était très facile, c'était la frontière guinéo-sénégalaise. Levez-vous lundi à 17h, vous verrez que tout le monde vient vers le Sénégal. Mardi matin, tout le monde rentre vers la Guinée. Et c'est comme ça ça fonctionnait. Partout là où vous faites un séjour d'une heure de temps, vous mangez quelque chose, ça rentre dans l'augmentation de l'économie de ce pays. Donc c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup des exportateurs pour rentrer en Guinée. Ils contournent vraiment la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Ils passent par le Mali, ils rentrent par le Kouré Mali. Donc, quelle lecture faites-vous quel conseil avez-vous à donner à ces commerçants aujourd'hui qui traversent vraiment une très grande difficulté pour entrer au pays? Bon, aller jusqu'à leur donner conseil, normalement, si l'État s'est respecté, ça ne devait même pas arriver. Parce que qui connaît la distance Dakar, Bamako, Conakry, c'est peut-être le triple de ce qu'il allait parcourir. Bien sûr, c'est à le cause triple d'une méchanceté d'une seule personne. Et le souci, c'est que le Guinéen, il a tendance à minimiser les maladies. Parce que ça, c'est une maladie, c'est une pandémie. Le gouvernement, là, c'est une pandémie pour nous, ça se contamine. Et le Guinéen, il a tendance à toujours manifester pour des raisons qui ne sont pas aussi valeureuses que ça. Depuis que la frontière est fermée, vous n'avez vu aucune personne lever le doigt. Personne n'a grévé, personne n'a vu rien. Alors que si, par exemple, c'est des projets politiques, chacun accompagne. Raison pour laquelle moi, je dis souvent dans mes différentes sorties que les gens doivent apprendre à être citoyens avant de devenir militants ou sympathisants. Ça, c'est l'intérêt commun de tout un pays qui est en jeu. La Guinée devait se lever comme un seul homme. Parce que vous soyez de Zérekori, ou de Lola, ou de Sigiri. Quelle différence faites-vous lorsque vous parlez d'être citoyen et être militant? En fait, parce que c'est quelque chose que les gens confondent surtout. Oui, en fait, la raison c'est quoi? C'est que vous pouvez être aujourd'hui militant d'un parti, l'autre milite de l'autre côté. Mais lorsqu'il s'agit de la citoyenneté, nous sommes tous citoyens. Notre but c'est quoi? C'est d'abord défendre les intérêts communs. C'est après que ceux-ci sont acquis qu'on va essayer maintenant de virer chacun à sa manière de voir la politique, militer ou devenir sympathisant dans un autre parti politique. Mais aujourd'hui, si vous lavez par exemple, le produit Madar que vous voyez ici, c'est un produit, il est utilisé à Zérekore, mais il passe où? Il quitte le Sénégal. Il n'est pas fabriqué à Zérekore. Donc quand à un moment donné, vous êtes à Zérekore, vous avez besoin de Madar, ça passe par la frontière, là où c'est fermé. Donc raison pour laquelle, quand c'est des choses pareilles qui s'effectuent, les gens doivent se lever pour dire merde. Parce que de toute façon, c'est le peuple qui a le dernier mot, et puis c'est ça. Mais c'est le peuple qui va se lever pour dire merde. Vous pensez que le peuple de la Guinée, le peuple de Guinée peut le faire aujourd'hui? Bon, c'est peut-être une docilité, mais attendez un peu. Vous savez, la mauvaise gouvernance, ce n'est même pas bon de cautionner. Et c'est comme une machine. Et qui à un moment déconne parce que la technicité qui doit faire fonctionner la machine ne rassure pas. Donc quand vous reculez face à une mauvaise gouvernance, nous allons tous en pâtir. Prenez aujourd'hui Conakry d'Abo, là, il n'y a pas de route. Et vous savez, ces trous béants qui sont ouverts là-bas, ils ne connaissent pas le pouvoir, ils ne connaissent pas l'opposition. Nous allons tous en pâtir là-bas, parce que la pluie, c'est bientôt, juin, c'est la pluie. Et chacun va galérer là-bas, que vous soyez du parti au pouvoir ou de l'opposition. Donc c'est des raisons que le Guinéen, à un moment donné, nous devons reculer un peu pour regarder les choses en face. Quand c'est l'intérêt commun de la nation, n'apportez même pas d'abord le problème politique. Certes, il faut militer dans un parti ou autre, c'est votre raison et votre manière de voir les choses. Mais soyons citoyens. La frontière, c'est déplorable. Aujourd'hui, même pour voyager, vous êtes tenu obligé de se cacher s'il y a la possibilité, bien évidemment, ça aussi. Il y a des gens qui sont arrêtés. Il y a même des gens qui devaient bénéficier des évacuations sanitaires, qui ont des rendez-vous, qui sont calés en Guinée, qui ne peuvent pas venir. Parce que quoi? Quand ils viennent ici et qu'ils passent par l'avion, ils n'ont pas les moyens de continuer leur traitement. C'est déplorable, c'est criminel.
Mais malheureusement, ce n'est pas ici seulement. Vous vous rappelez aussi, entre le Nigeria et le Bénin, ils ont fermé une frontière, ça fait plus d'une année, personne ne parle. Donc, c'est malheureux pour l'Afrique. Hein. Alors, revenons un peu sur le Sénégal, où vous savez très bien que depuis plusieurs années, des cadres guinéens ou des étudiants guinéens quittent la Guinée pour venir s'enquérir d'une formation ici au Sénégal. Vous n'êtes pas sans le savoir, peut-être dans votre université également, le modèle peut-être a vu cette situation dans le cadre de votre programme politique. Est-ce que vous avez envisagé une politique qui va permettre, quelle est votre politique éducative par rapport à cette situation également? Le projet du modèle sur le plan éducatif, d'abord, c'est un grand projet. Ça prendra du temps lorsqu'on va essayer de parler de tout cela. Parce que quand vous parlez de l'éducation, c'est un secteur clé du développement. Qui dit développement parle premièrement de l'éducation, parce que ça passe par là. Après l'état de droit à la justice, même la justice, c'est quand il y a l'éducation, parce qu'à un moment donné, il y a un secteur de la justice qui parle des personnels compétents. Et c'est lorsqu'ils sont formés qu'ils seront compétents. Et c'est le moment de remercier l'État sénégalais pour ces différentes possibilités qu'ils ont accordées à ces étudiants guinéens. Quand vous vous sentez étudiant guinéen à Dakar ici, vous n'avez rien à craindre, c'est comme si j'étais chez vous, vous vous baladez comme vous voulez, vous ne vous sentez même pas discriminé, vous venez, vous suivez vos cours et puis vous rentrez chez vous. Ça, c'est à saluer. Quant aux différents projets que nous avons pour rehausser à cela, vous devez savoir qu'en matière d'études, le fait simplement de faire le voyage, c'est une manière d'étudier. Et avec les raisons sociales que nous avons, des fois, il est préférable d'aller voyager pour étudier pour deux raisons. S'acquérir de la manière de vivre chez les autres, copier ce qui a marché et essayer de revenir répertorier chez vous. À part ça aussi, vous savez, quand vous êtes à Dakar ici pour une mission d'études, vous pouvez étudier calmement parce qu'on ne vous appelle pas pour dire tel à un baptême ici, un mariage et tout, avec les raisons sociales que vous avez. Vous vous sentez moins dérangé, vous avez la possibilité de vous concentrer. Maintenant, sur le projet, c'est quoi? Il faut vous poser la question, pourquoi les gens viennent à Dakar pour étudier? La raison est simple. En Guinée, c'est déplorable. Il y en a assez de facultés. On essaie de toujours copier. Mais quand vous prenez, après la licence, vous avez besoin, par exemple, d'un master. Vous n'avez pas l'opportunité de venir. Vous n'avez pas l'opportunité de continuer. Parce que même au public, on ne fait pas la promotion d'une formation post-licence ou post-universitaire. C'est déplorable. Parce que ça, c'est le premier point. Ça, c'est un refus. Parce que l'État peut le mettre en place. Et aujourd'hui, quand tu veux aller loin avec une simple licence, vous trouverez que c'est un peu aussi bas que d'autres. Il faut que vous veniez pour vous former à une spécialité très bien reconnue et que vous ayez une profession. Surtout, on a noté ces derniers temps avec l'Université Générale Lassana Conté, avec les étudiants de la licence, avec le pléthorique des étudiants, d'autres restent à l'extérieur, suivre les cours à travers les fenêtres. Tout ça, c'est déplorable aujourd'hui en Guinée. Oui, ça c'est déplorable. Et vous devez savoir, le pire, c'est quoi? L'État guinéen fait partie des États qui ne logent même pas les étudiants. Il n'y a pas de dortoir dans les universités guinéennes, il faut le reconnaître. Vous êtes des Zéro-Coréens, vous mettez à Gamal, on vous amène à Gamal, c'est à vous de vous débrouiller, il n'y a pas le dortoir. C'est que je vois les gens parler ici du réfectoire de l'université. Chacun se refait à sa manière, que Dieu sauve celui qui veut, et puis voilà. Donc ça, c'est des projets qui sont vraiment aussi compliqués que ça. Mais le modèle envisage beaucoup de choses sur l'éducation, parce que l'éducation, il faut revenir à la base d'abord. Est-ce que tous ceux qui sont partis à l'université avaient besoin d'aller à l'université? D'autres sont partis parce que c'est la seule option. En Guinée, quand tu as le brevet, tu ne peux plus t'orienter parce qu'il n'y a pas quoi. Les écoles de profession technique compétentes. Vous ne verrez pas ça. Une école de maçonnerie digne de nom. Quand tu veux être maçon, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à avoir une licence pour revenir se reconvertir par accident et devenir maçon. Vaut mieux créer des lycées techniques. Au-delà des lycées techniques qui forment des main-d'œuvre qui seront reversées sur le marché avec une qualité. Vous devez savoir que même investir en Guinée, c'est compliqué. Quand vous êtes une multinationale, vous avez besoin de mécaniciens compétents. Vous verrez, les mécaniciens, ils vont vous dire qu'ils sont compétents. Mais ce n'est pas certifié par un papier pour dire que moi, je suis maître tel, ingénieur tel, j'ai suivi telle formation. Et pour ceux qui savent c'est quoi l'entreprise, c'est difficile d'employer une personne complètement qui a appris un autodidacte de mécanique. Ça serait un peu risqué parce que les procédures, il ne saura pas les respecter. Au-delà de ça, sur l'éducation avec le modèle, nous comptons revenir avec le modèle, faire quoi? Nous trouvons que ce n'est pas nécessaire de faire 13 ans à l'école pour avoir un bac. Diminuer une année au moins, revenir à 12 ans. Au lieu de 13 ans, revenir à 12 ans. Le collège et le primaire, c'est une perte de temps. À un moment, il faut copier ceux qui essaient de marcher chez les autres. Faire 13 ans à l'école pour avoir un bac, aller faire 3 ans pour avoir une licence, ça prend du temps. Il faut créer aussi les lycées, comme je disais, les lycées professionnels. Au-delà de ça, la Guinée est le seul pays, si je ne me trompe pas, en Afrique de l'Ouest, qui n'a pas les écoles d'excellence. Il faut reconnaître que les gens n'ont pas le même degré de compétitivité et de captivité des cours. À un moment, il faut créer, il faut essayer de faire quoi? Il faut essayer de repêcher ceux qui ne comprennent pas bien, les mettre dans les conditions pour qu'ils étudient. Mais ceux qui sont trop intelligents,
Quand vous les mettez avec ceux qui ne comprennent pas trop, l'un retarde, l'autre ne gagne rien. Et le pays va rester là. Il faut créer des lycées d'excellence, des écoles d'élite, où quand vous sortez là-bas, vraiment que les gens sachent que vous êtes formés plus que cela. Et ça fonctionne comme ça. Au Sénégal, nous avons vu ici, où l'État accompagne l'excellence. Il faut qu'il y ait la différence. Tout le monde ne peut pas exceller, mais ceux qui excellent, il faut essayer de les booster, parce que c'est l'élite, ça, c'est l'élite. L'État doit miser sur ceci. Mais en Guinée, tout le monde étudie. Que vous soyez trop intelligent ou moins intelligent, vous tous, vous êtes fourrés dans une même salle de classe. Et la réforme de l'éducation, comme vous me poussez à aller là-bas, ça ne se limite pas où? Ça ne se limite pas à dire que nous allons réformer. La réforme, c'est un suivi. Il faut qu'il y ait la mise en valeur d'abord des ressources humaines. Parce que quand vous dites aujourd'hui que nous allons réformer l'école guinéenne, il y a beaucoup de choses à faire. Les bâtiments, d'abord, c'est un problème. Les gens ignorent que les bâtiments aussi ne peuvent pas en fait, détecter la qualité, mais ça compte pour qualifier. Après, il y a les personnes qui doivent enseigner. Parce qu'il faut qu'il y ait un processus de mise en valeur de qualité d'enseignement et revoir le programme. Ce qui veut dire que vous doutez aussi sur la qualité des institutions éducatives qui se trouvent dans le pays. Non, le programme est un programme obsolète parce qu'il ne répond pas aux critères. Aujourd'hui, quand vous passez tout votre temps à étudier, on vous oriente vers une entreprise, vous allez vous demander est-ce que vous n'avez pas perdu trop votre temps? Parce que ce que vous étudiez et ce que vous voyez dans l'entreprise, il y a une totale différence. Des fois, vous êtes obligé de vous orienter pour vous former de façon professionnelle pour pouvoir survivre. En plus de ça, il faut voir la qualité des enseignants. C'est un problème, il faut le reconnaître aussi. Il n'y a pas des enseignants compétents. Et on ne peut pas dire que tous ceux qui sont incompétents, on va les classer. Mais on va créer un système qui pourra essayer de rehausser le niveau de formation. Par exemple, les vacances, qu'il y ait des vacances d'études. Et au-delà de ça aussi, le programme, c'est un programme obsolète, il faut le reconnaître. C'est le programme, il est presque standard dans le système francophonie, mais c'est un programme vieux. Vous allez voir votre frère, s'il a étudié en 2002 au lycée, vous arrivez en 2012, vous verrez que vous avez étudié le même programme en 2022, et notre frère vient, en 20 ans, 30 ans, nous étudions le même programme, des livres aussi. C'est pas sérieux ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait une volonté, parce que ça demande une volonté. C'est simplement de la volonté. Oui, monsieur Aliouba, donc il faut une volonté pour ce changement au niveau du système éducatif guinéen, mais sachant que tout n'est pas rouge, donc il y a en tout cas des cadres qui sont bien formés au pays aussi, donc nous l'avons vu à travers beaucoup de choses dans le domaine de la santé, dans d'autres. En tout cas, la Guinée regorge en tout cas des gens qui sont intelligents, mais peut-être, comme vous l'avez dit, dans votre programme de formation, vous avez beaucoup de points à retoucher. Alors, revenons un peu sur le rapport entre le fédéral du modèle Sénégal et le bureau exécutif à Conakry. Comment vous interconnectez? Nos relations sont à merveille, hein, franchement, parce que c'est le moment d'ailleurs de profiter de votre écran pour les saluer là-bas. Et nous sommes amoureux, nous fonctionnons très bien. Quand il s'agit de faire une décision venant à la base pour le haut, nous le faisons. Et eux aussi, réciproquement, ils le font de leur manière lorsqu'il s'agit de prendre une décision du haut vers le bas. Et le rapport de respect est... En fait, c'est bien hiérarchisé et ça fonctionne bien. Nous sommes autonomes et indépendants. Et des fois, nous avons la latitude de décider. Des fois, c'est eux qui décident. Et c'est comme ça fonctionne dans toute organisation. Il faut que les décisions, que ce soit transcendantes ou descendantes, donc ça aussi, il faut le reconnaître. Ça porte à merveille, il n'y a aucun conflit. Ne vous inquiétez pas. Merci. Est-ce qu'ici au Sénégal, le modèle a un siège? Oh oui, s'il y a de quoi nous allons nous réjouir, c'est que nous avons un siège. Parce que je peux lancer un défi à tous les partis politiques guinéens qui séjournent au Sénégal, ils n'ont pas un siège. Hein. Là, c'est vrai, ils n'ont pas de parti, ils n'ont pas de siège. Voilà. Est-ce que le modèle... le modèle, nous avons notre siège. Modèle, en tant que modèle de nom, est-ce que ça se pratique également? Le modèle, on a notre siège. Notre siège se trouve derrière l'université en Pateba. Vous avez été là-bas, vous êtes mieux placé pour dire si on a un siège ou pas. Mais c'est que là où j'étais là ce jour-là, est-ce que ça ne peut pas même tenir plus de... Ça ne tient même pas 50 personnes, hein? Vous savez, le siège et les salles d'assemblée font deux. Okay. Et notre structure à Dakar, c'est quoi? Ce n'est pas réunir tout le monde dans une assemblée pour dire que tout le modèle Sénégal s'est réuni ici. Notre objectif, c'est quoi? C'est la politique à la base. Que ceux qui sont de Kermassar, qui n'ont pas besoin d'aller vers Ouakam pour aller s'installer. Parce que de toutes les façons, s'il s'agit de faire des votes, on ne se réunit pas dans un stade pour voter. On vote par secteur ou par quartier. Donc ceux qui sont à Kermassar, nous allons les pousser à travers du tol, c'est que le modèle soit vivant au niveau de Kermassar. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Nous n'avons pas besoin de louer peut-être... Il y a quelle salle ici? Il y a les centres des amphithéâtres pour dire que nous faisons notre assemblée générale. Parce que même les assemblées générales des politiques, il faut se demander comment ça fonctionne. Il y a des assemblées générales, c'est l'orchestre, c'est la mamaya nationale. Après, vous montez, vous insultez, vous ne proposez rien, vous rabaissez le débat et puis voilà. Vous ne servez pas de la qualité. Et nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez été témoin avec nos différentes assemblées. C'est assez professionnel ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà, et ça, on s'en réjouit. D'ailleurs, c'est le moment de remercier notre partenaire qui nous a aidé à avoir ce siège, à l'occurrence M. Mohamed Lamid Diallo du mouvement Teki.
Alors, revenons un peu encore sur la question de l'implantation de ce parti en Guinée. Où en est-on exactement? Est-ce que le modèle ne se limite pas seulement à Conakry? Oh oui, merci. Ça montre à suffisance que vous vous intéressez à ce que nous sommes en train de faire. Le modèle, je ne sais pas, mais c'est le projet le plus vendu en Guinée et c'est le projet qui aspire confiance parce que c'est le dernier recours à ce moment. Le modèle s'est implanté sur presque toutes les préfectures de la Guinée où là où il n'y a pas une fédération, au fait, ça est en phase de mise en place d'une fédération. Parce que le modèle, je peux vous dire, c'est le seul parti en Guinée où c'est les gens qui appellent. Il y en a des préfectures où ils ont essayé de travailler au nom du modèle sans que le bureau de Conakry ne se rende compte. Et finalement, quand ils ont reçu l'information, parce que moi je n'étais pas du bureau de Conakry, ils l'ont appelé, ils se disent qu'ils avaient la volonté de participer. Donc ils n'attendent même pas la délégation de Conakry pour commencer leur activité. Donc c'est des choses qui sont salutaires. Le modèle est représenté partout dans le pays. Et c'est l'occasion de féliciter d'ailleurs le bureau national pour l'implantation. Le modèle est représenté partout. Donc, et à l'étranger aussi, nous sommes avec beaucoup de fédérations. Donc ce qui veut dire que le modèle est en activité depuis sa création en Guinée. Oui, parce que les gens ont voulu que nous attendions notre agrément. Bien évidemment, une question qu'on allait essayer de parler. On a dit qu'on n'a pas besoin de ça. Le jour qu'on allait reçu notre agrément, on existait, on avait plus de 30 fédérations au monde. Nous avons des fédérations du Japon, au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et tout. Donc on existe, ça au moins, on avance. Et on a su se démarquer. Sur le plan politique, nous avions marqué notre pas. On ne peut pas le nier quand aujourd'hui on parle de la politique en Guinée. Le modèle n'est pas un parti où on va se demander c'est qui. Nous existons et nous nous imposons aussi. C'est ce qui fait la fierté. Nous nous imposons parce qu'on ne nous impose pas, mais nous nous imposons. On a notre place, notre terrain là-bas et c'est un terrain conquis. Et ça fera que continuer. Vu la dernière décision de la Cour suprême, peut-on dire aujourd'hui que le modèle est un parti politique? Ben oui, le modèle était un parti politique depuis sa création, déjà. Ce qui un peu l'avait retardé, c'est les formalités. Et malheureusement pour Bouré Makonde, il a essayé de se prendre au piège pour nous refuser l'agrément parce que pour lui, c'était lui qui avait l'opportunité. Et nous aussi, nous avons décidé d'attaquer la décision. Et finalement, c'est la Cour suprême qui a rendu une décision qui ne peut pas être changée, même par un décret présidentiel. Ce qui veut dire que le modèle a son agrément aujourd'hui. Et le modèle est un parti politique. Et nous participerons à partir de là à toutes les compétitions électorales qui sont légales. Je précise aussi qu'ils sont légales. Parce que nous ne pouvons pas, nous c'est le modèle, nous ne pouvons pas nous mettre dans n'importe quoi. Il y a des compétitions électorales qui ne sont pas légales. Une mise au point. Par exemple, le référendum qui s'est passé en 2020, même si on avait notre agrément, on n'allait pas participer. Les présidentielles qui se sont passées, même si on avait notre agrément, on n'allait pas participer. Vous n'allez pas participer à l'élection, mais pourtant votre leader a donné une consigne de vote. Oui, vous savez pourquoi. Ce qui veut dire que vous avez participé. Non. Attention. Non. On ne peut pas cautionner cela. Vous savez pourquoi? Le président, il a sa responsabilité morale. Le modèle, c'est pas... Vous trompez du fonctionnement du modèle. Au fait, c'est pas le président, c'est le leader. C'est pas le chef, c'est le leader. Il est le leader. Le leader est un modèle. Voilà, le leader est un modèle. Alors, donc, pour des décisions qui engagent tout le parti, il va falloir que toutes les instances du parti se réunissent pour tirer conclusion. Parce que c'est l'avenir du parti qui est en jeu. On ne peut pas confier cela à un petit groupe. Ça se décide partout. Il faut qu'il y ait des réunions. Est-ce qu'on va participer? Est-ce qu'on ne va pas participer? Malgré qu'on ne devait pas participer, on a organisé des réunions et la majeure partie des gens ont dit qu'on ne devait pas participer. Raison pour laquelle on n'a pas participé. Maintenant, revenir à ce que le président Aliou, il est parti voter. C'est quoi? En fait, le combat, c'est une conviction. Il y a eu des partis qui sont de l'opposition qui ont trouvé nécessaire, comme ils ont vu que ce ne serait pas facile d'avoir une issue favorable avec la lutte des FNDC, d'essayer de sanctionner par les urnes. Nous avions fait quoi? Juste accompagner sans donner une instruction à qui voter. On a dit votons, mais chacun est libre de voter pour qui il veut, sauf le RPG Arc-en-Ciel. Et c'est comme ça c'est passé. Et voilà, on est arrivé là où on est arrivé. Mais cela ne veut pas dire que le modèle a participé à l'élection présidentielle. On n'a pas participé à l'élection présidentielle. C'était une mise au point, merci. Ce dernier temps, une information circulait que votre leader Aliouba serait recherché par la DPJ de Conakry. Est-ce que cette affaire est confirmée? C'était confirmé? Bon, c'est difficile d'infirmer cette affaire. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas fait un communiqué pour nier. Donc il y avait la volonté qui est là. Seulement les gens ont été avant la DPJ. Parce que s'ils s'avéraient que c'est faux, ils pouvaient faire un communiqué pour nier. Mais je vous comprends le fait de prendre ces informations en pincette, le fait de dire que c'est serré. C'est normal aussi, c'est une mise en garde, mais
ils vont essayer, mais ils ne pourront pas, parce que ça ne peut pas marcher. À un moment, en Guinée, il faut que les gens essaient de revenir un peu à la réalité. Nous sommes dans une république, et c'est au XXIe siècle. Et ça ne peut pas marcher, c'est à l'ère du numérique. Ils vont beau faire, mais ça finira par... Ils finiront par être vaincus. Une dictature a une vie, certes, mais ça ne durera pas. C'est bientôt la fin. La raison est simple, vous voyez lui-même, Alpha Condé en l'occurrence, où il affirme que finalement, même il a dû remarquer que même ses ministres ne respectent pas ses décisions. C'est déshonorant en tant que chef d'État. Tu nommes quelqu'un, tu nommes un premier ministre dans les conditions normales qui doit nommer son ministre. Si ce dernier ne respecte pas ta décision, ce que veut dire c'est l'illégitimité. Aujourd'hui, c'est juste son cercle qui est restreint et qui est là à bénéficier de ses privilèges présidentiels. Il mange au dos de l'État, il mange au dos du peuple. Et voilà, il amène le pays dans des différents problèmes. Avant-hier, vous voyez, ils veulent augmenter le carburant. Pour aller où? Ils ont augmenté quel salaire pour augmenter quel carburant? Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, quel bord politique se situe le modèle au niveau national, au niveau de la Guinée? Parce qu'à un moment donné, on a vu que vous étiez avec la société civile, vous étiez avec le mouvement FNDC, vous avez participé au combat. Bon, aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui? Le bord politique, le modèle reste de l'opposition. Et l'opposition, ouais, c'est comme ça qu'il faut dire, et nous sommes dans l'opposition. Pour ce que vous venez de dire sur le FNDC, effectivement, le modèle était partie prenante du FNDC depuis la création, jusqu'au moment où le FNDC s'est arrêté actuellement. Donc nous sommes membres actifs et permanents du FNDC. Et jusque-là, nous n'avons pas fait une sortie pour exprimer notre position sur le FNDC. Nous restons aussi membres du FNDC. Et ce FNDC, c'est un mouvement qui malheureusement, des fois, nous sommes en pause, mais nous n'allons pas mourir parce que, à regarder seulement le nom du FNDC qui signifie le Front National pour la Défense de la Constitution, veut dire que nous défendons la Constitution. Cela veut dire que c'est un mouvement qui ne va jamais mourir. Peut-être on va changer de stratégie de lutte ou faire autrement, mais la lutte continuera. Tant qu'il n'y a pas une Constitution digne de nom, qu'on va essayer de doter à la République de Guinée, nous allons continuer à combattre cette injustice. Parce que vous n'êtes pas sans savoir la Constitution du 7 mai 2010, c'est sur cette dernière que Alpha Condé a prêté serment en 2010 et en 2015. Après, il se permet de, même pas falsifier, mais brigander ou je ne sais pas comment vous trouver le mot pour cela. Parce que quand vous voyez l'idée de la perception qu'ils ont essayé pour faire changer la Constitution, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils ont soumis une Constitution à un référendum, ils ont promulgué une autre Constitution, et ils ont soumis une autre Constitution à l'Assemblée nationale. Finalement, les professionnels du droit se sont demandé c'est où le couac, parce que cette Constitution, elle n'a pas digne de nom. C'est une Constitution taillée sur mesure au privilège du chef de l'État. Aujourd'hui, si on peut le dire que l'opposition est beaucoup dispersée, et vous dites en tant que modèle, vous êtes du camp de l'opposition, mais pourtant, maintenant, le chef de file de l'opposition, c'est M. Mamadou Sylla. Est-ce que vous êtes aligné derrière Mohamed Sylla? Ça fait rire, parce que quand j'entends on dit Mamadou Sylla, le chef de file de l'opposition, la Guinée tourne sur un cercle fermé. Et c'est arrivé en 2002 ou 2003, Conté avait fabriqué ses opposants aussi. Et nous ne sommes pas des gens qui sont venus en politique pour s'aligner derrière une personne, mais s'investir pour exister. Donc avec l'histoire de Mamadou Sylla, mettons ça à côté, pas question qu'on s'associe avec des députés fabriqués. Comment est-ce que vous pouvez être chef de file d'opposition avec 3 députés plus vous? Et comment ça fonctionne? Vous tous, vous savez comment d'ailleurs les élections législatives ont eu lieu avec l'histoire de ce référendum. Consciencieusement parlant, si j'étais quelques-uns de ces députés, je n'allais jamais rentrer à l'Assemblée nationale. Parce que, en fait, les fauteuils sont souillés de sang et vous avez la conscience humaine sur vous. Vous-même, vous savez qu'il a fallu le sacrifice des fils des personnes. Il y a des personnes qui sont portées disparues depuis la veille de ce référendum. Donc, si personnellement vous êtes conscient, vous ne devez pas aller manger aucune somme qu'on va vous attribuer en tant que député. Ça ne mérite même pas de se glorifier parce que c'est comme si vous étiez un sanguinaire. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, certes, le pouvoir, les institutions de décision, oui, on peut le comprendre. Mais la morale de l'homme, d'abord, doit être en jeu. Vous imaginez ces députés, moi je me demande qu'est-ce qui leur passe. Ils ont participé à massacrer les enfants des autres. Par contre, quand ils reviennent à la maison, vous allez les voir en train de chérir leurs enfants. Ça n'a pas de sens. À un moment, il faut avoir une conscience tranquille. Tout acte que vous allez mener sur cette vie, il faut que vous défendiez les valeurs de la morale d'abord. C'est l'essentiel. Donc, bon, pour l'histoire de Mamadou Sylla, comme je le disais tantôt, essayons de mettre ça à côté et ça n'a pas de sens. Et pourtant, si le président de la République va s'adresser à l'opposition, il va s'adresser à Mamadou Sylla. On a vu ces dernières sorties. Donc, Mamadou Sylla a été reçu au palais avec son cabinet. Et maintenant, les autres opposants.
Vous vous opposez à qui quand même? Nous, on s'oppose au régime. Et Mamadou Sylla, peut-être lui, il s'oppose à la démocratie. Et il a déjà parce que c'est un opposant fabriqué. Comme il a déjà dit, donc, Monsieur le Président, avec votre slogan, quand vous gouvernez autrement, il faut savoir aussi s'opposer autrement. Et vous aussi, peut-être, vous vous opposez autrement. Oui, mais vous savez, il y a combien d'oppositions? Sylla, il participe à un suicide politique. Aujourd'hui, personne ne peut plus faire confiance à Sylla. Parce qu'on sait qu'avec quelle popularité. Et d'ailleurs, quand les gens parlent de cette élection législative, elle n'est pas représentable. Aujourd'hui, quand je vous pose, dans votre préfecture, c'est qui le député? Parce qu'ils sont 114, cela veut dire que votre préfecture y est représentée. Vous êtes de quelle préfecture? Qui est votre député? Vous ne le connaissez pas. Et vous ne le connaissez pas. Vous appelez quelqu'un de chez vous, vous l'appelez qui est notre député? Il ne connaît pas. Cela veut dire que c'est l'illégitimité. Et ça fonctionne comme ça. Mais malheureusement, c'est la Guinée et nous tournons. C'est comme si on était en 2003. Parce que c'est ce que Conté avait fait aussi à un moment donné, il faut le reconnaître. Et ceux qui ont été les opposants fabriqués du temps de Conté, aujourd'hui, ils ne figurent même pas sur l'histoire politique. C'est comme le PIP et c'est comme ça fonctionne. Tant qu'on ne respecte pas les valeurs morales de la démocratie, on va essayer toujours de surgir ou de subsister, mais on va finalement s'effacer nous-mêmes. Aujourd'hui, quand on parle du PIP, c'est quoi? C'est comme s'il n'a jamais existé, même dans les musées politiques guinéens, vous ne le verrez pas. Et voilà, Mamadou Sylla aussi, il tourne à ce genre. C'est déplorable de voir que même une institution internationale viendrait un jour dire que nous nous sommes rencontrés avec l'opposition et nous avons vu Mamadou Sylla parce que ce n'est pas représentatif. En ce qui concerne le slogan du président, gouverner autrement, bon, dites simplement que c'est prouver notre incompétence autrement ou insulter le peuple autrement. Et gouverner autrement, ça vous dit quoi exactement? Non, ça veut dire montrer notre incompétence autrement. C'est juste ça, parce que c'est déplorable de voir. Quand vous voyez le chef de l'État, vous savez, l'inconvénient de vieillir au pouvoir, c'est quoi? Vous allez prendre le peuple comme si c'était vos petits-enfants. Le Sanakuya, ça ne marche pas. La présidence est une institution. Bon, même si ce n'est pas vos petits-enfants, mais en tout cas, il reste le père de la nation quand même. Il reste de quelle nation? Une nation déchirée? C'est comme si un père de famille vous disait que vous êtes certainement sûr que dans la famille, quand il décide, les gens ne respectent pas, il n'est pas populaire, il n'est pas aimé. Mais pour des aveux d'impuissance, il se permet de dire que, pour cacher un peu son impuissance, il permet de dire je suis le père de la nation. Lui, il se met, au fait, lui, il a la corde au cou. Aujourd'hui, il ne peut quoi? Rien. Avant, on l'appelait même, monsieur voyageur, il aimait voyager. Mais durant l'année 2021, il est parti où? Vous l'avez entendu ici dans un sommet à l'international? C'est un suicide politique et puis il est dans son palais calme et voilà. Il va en pâtir les conséquences à la hauteur de ses actes. Ce qui reste clair, le peuple de Guinée doit apprendre l'histoire. À un moment, les gens qui ont participé avec Alpha pour essayer d'amener le pays là où nous sommes, parce qu'ils nous ont rétrogradés. C'est comme si nous étions en 2007, en 2003. Il n'y a aucune différence du régime militaire. Aujourd'hui, on note que depuis sa réélection, plusieurs opposants sont arrêtés. On note comme Ousmane Gawal, Etienne Soropogui et tant d'autres, Souleymane Kondé. Ils sont tous à la prison, à la maison centrale. Quelle analyse faites-vous à cette situation? L'arrestation des opposants, sur quel motif? À quoi pense le modèle aujourd'hui? Quelle est sa position par rapport à ces arrestations? Dans les différentes valeurs du modèle que nous défendons, il y a la justice. Toute personne qui défend la justice a le plein devoir de s'opposer à ce qui est en train de se passer. Et j'aimerais que les gens essaient de changer ce terme de Alpha Condé réélu. Il a peut-être reconfirmé, c'est mieux si le mot existe bien évidemment. Il ne fait que se confirmer parce que nous avions tous su comment est-ce que cela a pu se produire. Avec les partis qui ont participé à l'élection venant de l'opposition, ils ont donné des preuves palpables. Mais c'est quoi? Ça n'a pas abouti. Il a essayé de se reconfirmer. Et aujourd'hui, c'est difficile et c'est aberrant de voir au XXIe siècle, dans une république comme la nôtre, où c'est un monsieur qui se réclame être homme du droit comme président, de surcroît professeur, je ne sais pas s'il est professeur ou pas, et je n'ai pas la légitimité, comme je ne suis pas universitaire, de confirmer ou infirmer, mais de voir que cela se fait du kidnapping comme si nous étions dans un pays de guerre. Parce que vous savez, même la guerre a ses lois. Il faut qu'on essaie de les respecter. Quand vous essayez de bafouer les lois de la guerre, on vous dit que vous aviez violé tel article et tel article. Malheureusement, Alpha Condé, au pays où il essaie de kidnapper les gens. Et il y a une seule chose que les gens ignorent. Actuellement, les gens ont tendance à penser que c'est juste ces personnes qui sont connues du public. Vous essayez d'appeler à Conakry pour vous renseigner, vous verrez des gens qui sont portés disparus depuis la veille du 22 mars. Ils ne sont plus revus. Leurs parents sont dans une psychose qui ne dit pas son nom parce qu'ils ne savent même pas si leurs fils sont tués, disparus. Aucune raison, aucune information sur ce qui se passe en Guinée. Et malheureusement, les gens sont kidnappés. C'est comme si c'était du djihadisme républicain. Au fait,
ça ne marche pas et un jour ça finira par finir. Et c'est le moment d'adresser mes pensées positives, en l'occurrence à Fonike Mengue, à Selou Baldé, à Ablaïba, à Ousmane Gawal, à ces 1001 personnes qui sont derrière les barreaux de l'injustice de M. Alpha Condé, et l'histoire retiendra qu'ils ont été les vrais hommes de la nation. Mais pourtant, il y a d'autres personnes qui sont dans les prisons, qui vraiment ont été arrêtées dans des conditions politiques, mais on n'en parle pas. Il y a beaucoup de jeunes, mais on en parle seulement que c'est étoiles de la politique. Donc à ses opposants. Pourquoi vous ne parlez pas des autres? Non, c'est ce que nous essayons de dire. Quand on dit on va pas, parce qu'il y a plus de 1000 détenus. Quand on dit on va citer tout le monde, ça ne peut pas arriver. Mais vous devez savoir qu'il y a une cellule spéciale mise en place pour répertorier tous ceux qui sont prisonniers de façon injuste. Parce qu'il y a les organismes de droits de l'humain, de l'ordre de l'homme qui sont là aussi. Il y a Amnesty International et il y a l'INDH, malgré qu'ils ne sont pas très efficaces, ils n'ont pas de moyens de pression par rapport à l'État, mais qui publient, et ces publications sont gardées. Et tout ceci, un jour, ça va être jugé. La raison est simple, nous avions vu des crimes qui ont été commis 30 ans avant aujourd'hui, qui sont sur le dossier. Le dossier judiciaire, ça ne périme pas. On met à table et un jour, ils vont répondre. C'est soit à contumace, ou ils seront vivants pour venir répondre au tribunal. La dictature, tu vas bon engendrer la dictature, mais elle finira par te rattraper. Et il y a la conscience tranquille qui va être frappée. Ces gens, ils finiront mal. Ça arrive comme ça. Et... Donc, d'une manière générale, comment vous analysez la situation politique de la Guinée? D'une manière générale. Bon, c'est une situation politique très confuse. Les gens se demandent à quel sens c'est voué, parce que non seulement il y a des partis qu'on avait beaucoup confiance, c'est tel que à l'opposition, qui se sont vus aller dans la nouvelle opposition fabriquée en tant que membre du cabinet et tout, c'est une déception. Mais c'est le moment de réitérer notre appel et notre engagement pour fédérer tout le monde autour du modèle qui est le Parti de l'Espoir. Et ensemble, nous avons une ambition commune, c'est le développement de la Guinée avec des valeurs et des principes démocratiques. Monsieur Aliouba, si toutefois vous avez quelque chose à ajouter, nous sommes presque vers la fin de cette émission. On vous donne la parole pour quelques secondes. D'accord, merci. Je commencerai toujours par dire merci, et surtout aux vaillants techniciens qui sont à l'ombre. Les gens ne le savent pas, on ne voit que vous, mais c'est eux les techniciens, big up à eux. Je m'adresse premièrement aux étudiants guinéens qui sont à Dakar. C'est de continuer à se lancer à la politique. Vous entendez souvent des phrases qui vous disent que la politique, c'est quelque chose de 40 ans après. C'est ce qu'on a essayé de faire ces 60 dernières années. On a laissé la politique à ces gens de 40 ans et ils nous ont amenés là où nous sommes. 50 ans de retard et autres. Aux étudiants guinéens de Dakar, dans ces jours à venir, en tant que chargé de l'implantation, je rentrerai en contact avec eux pour la création de la section estudiantine du modèle Dakar. Et ils seront autonomes et ils travailleront en collaboration avec la Fédération du Sénégal pour que nous puissions ensemble changer les choses. Et le dernier mot, c'est peut-être quoi? Lancer un appel à l'endroit de tous les Guinéens de ne pas se décourager. Le combat, c'est comme ça, nous connaissons tous des hauts et des bas, mais le combat, nous finirons toujours par gagner parce que c'est le peuple qui a le dernier mot. Donc, face à une machine de la dictature, on n'a pas droit au recul. On peut faire une pause, mais nous ne reculons pas parce que c'est le peuple. La Guinée, c'est notre Guinée. Quand on la laisse là où elle est, aucun étranger ne va venir changer chez vous. Même si vous prenez un expatrié, s'il travaille pour le pays, il travaille parce que vous le payez. Mais par contre, si vous êtes fils du pays, quand vous travaillez, des fois, vous pouvez ignorer votre salaire pour dire je fais cela pour la cause commune, qui est la Guinée. Donc, raison pour laquelle nous devons tous nous engager de façon active en défendant des valeurs républicaines pour essayer de changer notre Guinée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Aliouba. C'était avec le chargé de l'implantation du modèle Sénégal qui était dans notre émission. Merci d'être passé. Alors, vous étiez avec nous dans votre émission Osons dire, l'émission qui vous parvient tous les jeudis quand il est 15h jusqu'à 16h sur Folie TV en partenariat avec Crescendo TV. Donc, à la technique, c'était Siradio Sabi Diallo. Au cadrage, nous avons Monsieur Abdoulaye Diallo. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui nous ont accompagnés durant tout ce temps.